Salut à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Outlap, que vous pouvez d'ailleurs exceptionnellement retrouver en vidéo, parce que ce sont les fêtes de fin d'année. On a fait notre top 50 que vous avez pu voir sur autohebdo.fr, et aujourd'hui, avec moi pour en discuter justement de ce top 50, Jérémy Satis, comment ça va ? Ça va très bien, merci Michael. Et oui, en effet, top 50, comme tous les ans depuis 4 ans désormais. Voilà, j'ai récolté les top 50 de chacun des membres de la rédaction ayant participé. Et j'ai pu récolter aussi les quelques dingueries effectuées par certains. Donc l'occasion de détailler un petit peu et donner l'envers du décor et les coulisses de ces classements. Il faut savoir que je suis particulièrement ému parce que c'est la première année à laquelle je prends part justement à ce top 50. Je suis peut-être l'auteur de quelques-unes de ces dingueries qu'on va pouvoir regarder et examiner dans cet épisode de Outlap. Alors on va commencer par la 50e place évidemment, hein. On va d'abord commencer par les personnes du fond de classement et c'est Abby Pauling qui a terminé 50e. Exactement, d'abord peut-être expliquer rapidement comment en termes de méthodologie on a fait. Donc on a été 6 à participer, voilà les 6 qui travaillent plus précisément côté web voilà, toute l'année et donc en fait chacun a donné son top 50. Le premier de chaque classement a reçu 50 points, le 50e de chaque classement a reçu 1 point. On a tout mixé et ça nous a donné le top 50 d'AutoHebdo. Et en effet, Abby Pauling pour commencer. Alors peut-être que certains vont estimer que 50 c'est un petit peu loin, on peut l'entendre, voilà, c'est légitime. Globalement, ce qui est ressorti, c'est que certes, elle a gagné donc la F1 Academy, elle avait beaucoup d'expérience déjà en monoplace, plus que la plupart des autres filles présentes dans le championnat. Et aussi, voilà, c'est aussi un classement dans lequel on retrouve des pilotes de F1, d'endurance, de rallye, et donc on n'a pas oublié que c'était sur des Formule 4, donc c'est vraiment la première échelon vraiment de la monoplace. Il n'y a par exemple aucun pilote de F4 masculin, donc voilà, c'est la raison pour laquelle elle n'est que 50e, mais une excellente saison de la part de la Britannique. Voilà, on verra effectivement au GB3 l'an prochain peut-être justement ce que ça vaudra encore un peu plus du côté d'Abby Pauling. 49e position pour Elfyn Evans, ce qui peut être assez surprenant, Jérémy. Oui, on parle quand même du vice-champion du monde de WRC, de rallye, donc c'est quand même assez dingue de le retrouver qu'en 49e position. Il y a pas mal d'autres pilotes de rallye qui sont devant. La raison, elle est plutôt simple, certes il a fini vice-champion, mais je crois qu'il l'a arraché un petit peu sur le gong. Il gagne le dernier rallye au Japon, mais sinon c'était compliqué. Ça a été un peu laborieux et on a du mal à retrouver le Elfyn Evans des années face à Ogier chez Toyota, donc ouais, c'était un peu décevant, il n'a jamais joué le titre, donc ouais, 49e. C'est dur, mais ça prouve qu'il y a eu des très bons pilotes au-dessus de lui. Puis encore une fois, ça veut dire 49e sur des centaines et des centaines de pilotes dans le monde, hein, donc c'est quand même déjà pas mal, bien sûr. 48e place pour Hugo Choukou, qui a remporté Macao, si je ne dis pas de bêtises, en Freca. Là aussi, ça peut paraître dur, parce que le vainqueur de Macao est souvent très bien placé chez nous. On a à cœur de mettre vraiment en valeur les grands classiques un peu du sport automobile. Là, c'est vrai que ça a été la première année de la Freca à Macao, ça a été un peu laborieux, honnêtement, la course, beaucoup de safety cars, ça n'a pas été un grand cru. Et en Freca, voilà, sur son programme annuel, Hugo Choukou n'a pas été non plus ultra brillant. Il a fait des bons résultats, mais voilà, je crois qu'il termine même pas dans le top 10 du championnat. Donc c'est ce qui nous a fait un petit peu baisser globalement la note, quoi. Alors maintenant, Jérémy, la 47e place, Connor Zilic. Et là, je me dis que beaucoup peut-être entendent ce nom pour la première fois. Donc je vais peut-être m'y coller un petit peu. Connor Zilic, on l'a mis là aussi particulièrement parce que c'est un phénomène. Il a 18 ans à peine, il a signé en tant qu'athlète Red Bull désormais. Mais surtout, il a gagné Daytona et Sebring à sa jeunesse encore. Il avait 17 ans quand il a gagné ces deux classiques de l'endurance. Il est arrivé en NASCAR, en Xfinity Series, donc deuxième division du côté de Watkins Glen. Première course en carrière, il l'a gagné aussi. Bref, on a un très très grand crack à mon avis quand même devant nous, champion notamment en Mazda MX-5 Cup, ou en tout cas dans les premiers rôles dans cette catégorie-là. Donc voilà, c'était plus le côté chapeau pour une sacrée saison quand même. En tout cas, ton enthousiasme s'est vérifié puisque tu l'as mis 26e de ton top 50, t'es celui qui l'a le mieux placé, et il apparaît aussi dans le top 50 de Valentin qui l'a mis dans son top 40 aussi, donc voilà, plutôt mérité. En 46e place, Jérémy, Oliver Rolland. Exactement, 3e de Formule E cette saison, et il a fait l'unanimité parce qu'il est dans le top 50 de tout le monde, et il a été donc dans 4 de nos 6 top 50 placé entre la 48e et la 50e place, donc il a été mis un petit peu plus haut, notamment grâce à toi Michael, et grâce à Valentin. Encore une fois, on voit que vous êtes assez raccord au global sur vos top 50. On a passé beaucoup trop de temps ensemble cette année, c'est pour ça. 45e place, bon, le principal intéressé n'est pas là pour nous en parler,
Mais il s'agit de Franco Colapinto, donc vous vous doutez bien que notre ami Gonzalo a bien voté. Ouais, c'est ça. Alors, c'est évidemment Gonzalo qui lui a donné le plus de points. Voilà, après, il a essayé d'être objectif. Chacun a eu sa sensibilité. Il faut dire qu'il a fait quand même de belles choses, hein, 2 fois dans les points avec la Williams. Il apparaît dans 4 de nos 6 top 50. Et voilà, après, globalement, on sent que c'est son crash à Vegas et ses 2 crashs au Brésil lui ont coûté peut-être quelques positions dans ce top 50. Oui, clairement. Mais c'est ce qui est bien aussi dans ce top, justement, c'est qu'on a tous, comme tu dis, nos sensibilités, Eh oui. nos connaissances, nos disciplines de prédilection, et ça permet justement d'avoir un panel assez large. En 44e position, on retrouve Laurin Heinrich, qui a remporté le GT des Pros, c'était du côté de l'IMSA. Saison très solide pour Laurin Heinrich. Donc voilà, c'est pas facile, surtout dans ces saisons d'endurance où on fait beaucoup de catégories, beaucoup de disciplines. C'est jamais simple, justement, d'être assez bon là-dedans dans tous les domaines. Et là, franchement, il a été très, très solide. Dans le top 50 de tous, mais dans le top 35 de personnes. Voilà. Donc, pas mal. À sa place. Voilà, à sa place, finalement, ça donne 44e, c'est assez correct. Juste devant lui, on retrouve Arvid Lindblad. Oui, exactement. Un protégé de Red Bull qu'Helmut Marko aime beaucoup, qui était en Formule 3 cette saison, qui était rookie, qui a fait vraiment des belles choses, qui a gagné des courses. Voilà, il est lui aussi dans le top 50 de tout le monde, mais plutôt en queue de peloton, c'est normal. C'est de la Formule 3, on est encore loin de l'échelon vraiment de la Formule 1 tout en haut. Donc voilà, c'est déjà bien, je pense, pour Arvid Lindblad d'être dans ce top 50. Bah oui, effectivement. Juste devant, on a Rafael Camara. Oui, tout à fait. Un Brésilien, champion de FRECA en 2e année. Il avait croisé le fer face à Andrea Kimi Antonelli l'année dernière dans la même équipe. Il avait été capable de montrer autant de vitesse parfois, juste pas à la même régularité. Donc voilà, il est lui aussi dans le top 50 de tout le monde. En 41e position, on a peut-être fait un crime de lèse-majesté, dirons-nous. Sébastien Loeb, 41e d'un top 50. Rendez-vous compte. C'est terrible. Comment on va expliquer ça à nos lecteurs D'autant qu'il a été boudé par Gonzalo et Dorian, pour ne pas les citer. Voilà, après, il faut dire que il a surtout fait le Dakar cette année parmi, on va dire, les championnats majeurs. Il ne l'a pas gagné. Il me semble qu'il termine 3e du général. Il gagne beaucoup de spéciales, mais parce qu'il a perdu du temps aussi au début, donc forcément exactement. ça aide aussi. Moi, je suis celui qui lui a donné le plus de points, il me semble, de mémoire. Mais voilà, il a gagné 5 spéciales, quand le vainqueur, Carlos Sainz Senior, n'en a gagné aucune. Donc voilà, quand même, il a animé notre hiver, donc c'était compliqué de passer à côté. Allez, on va rentrer dans le top 40 désormais, 40e place pour Martin Sesks. Alors lui, c'est un nouveau venu, clairement, dans ce classement, parce que c'est aussi un nouveau venu sur la scène internationale et sur le WRC. Lui qui a fait 3 rallyes cette année, dont un en plus sans hybride sur sa Ford Puma, et qui a été vraiment assez impressionnant. Alors sa dernière apparition était marquée par un accident, et c'était plus complexe pour lui, mais c'est normal, il faut qu'il apprenne. Mais en Pologne et en Lettonie, chez lui, il a été d'une vitesse exceptionnel, et c'est bien aussi d'avoir ce genre de jeunes pilotes qui viennent un peu dynamiser la discipline de temps en temps, donc 40e place plutôt bien méritée. Ouais, j'estime que c'est pas mal du tout. Et 39e, encore un pilote de rallye, c'est Ott Tänak, le pilote estonien champion du monde 2019, qui apparaît donc ici. Et là aussi, on peut avoir l'impression que c'est assez bas dans le classement au vu de l'importance du championnat du monde. Mais bon, voilà, Ott Tänak avait la même voiture que Thierry Neuville. Il a fait des bons résultats, il a été le dernier à pouvoir vraiment l'empêcher de devenir champion du monde, mais il n'a jamais été vraiment proche de le faire. Dès le Monte-Carlo, il a manqué de vitesse par rapport à Neuville. Donc voilà, on en attend plus forcément d'un pilote comme lui. Il a fait une saison très habituelle en fait de Tänak chez Hyundai. Il commence, pas terrible, il se met en jambe et puis il commence à être très bon, mais parfois il faut être très bon du début à la fin, donc c'est pas toujours c'est vrai. C'est pas toujours simple. 38e position pour un pilote de rallye, et il y en a pas beaucoup finalement dans ce top, ça ne fait que le 3e d'affilée. Sami Pajari, le pilote finlandais. C'est vrai, Sami Pajari qui est champion de WRC2, qui a été promu chez Toyota et qui apparaît au 5e rang des pilotes de rallye. Donc, on l'a dit, devant Elvin Evans, devant Ott Tänak. Donc, c'est mérité. En fait, on a l'impression que dès qu'il y a un petit coup de jeune et un pilote qui performe dans une série où il est difficile de vraiment bien s'adapter et d'être au niveau, et ben tout de suite, c'est récompensé. Donc voilà, un petit... Il y a peu de places disponibles, donc forcément, on se dit qu'ils arrivent à montrer les dents, c'est vachement fort. Ouais. 37e position, on retourne en Formule 1, tout de même, avec Yuki Tsunoda, le pilote japonais. Exactement. Yuki Tsunoda...
qui ne laisse jamais personne de marbre, hein, en réalité. Les gens l'aiment ou l'apprécient moins. Ça a été un petit peu le cas aussi chez nous, où il n'apparaît que dans 4 de nos 6 top 50. Voilà, Dorian et Valentin qui ont estimé qu'ils ne devaient pas en faire partie. Bon, ça se défend. Après, Yuki fait quand même une grosse saison avec Racing Bulls. Hein. Il a vraiment emmené toute l'équipe derrière lui. Donc, voilà, à mon sens, c'est quand même plutôt mérité qu'il soit dans ce classement-là. C'est peut-être aussi que ça devient presque habituel. Oui, c'est vrai. Il aligne quand même les bonnes saisons. Ouais. Il va arriver sur sa 5e saison maintenant chez Racing Bulls. Et non, clairement, il est toujours solide, Yuki Tsunoda. Ouais. En 37e position, on va partir du côté de l'endurance maintenant, Alexander Malikin. Alors lui, c'est rare, je pense, d'avoir un pilote bronze classé dans un top 50 et en plus aussi haut, à la 36e position. Mais il faut dire qu'il a été vraiment pour beaucoup une révélation cette année. Donc les pilotes bronze, on rappelle simplement, il y a plusieurs niveaux, plusieurs catégories de pilotes. Vous avez bronze, silver, gold et platinum. Donc il était au bas de l'échelle, on va dire, des pilotes engagés en WEC. Le pilote amateur de l'équipage. Et pourtant, quand on voit ses performances en qualification contre les autres bronzes, déjà, il n'y avait pas de débat. Et puis, il tenait vraiment la baraque en course. Lui qui a remporté le titre en LMGT3 avec ses équipiers. Il sera d'ailleurs pilote silver l'an prochain, ce qui est tout à fait normal parce qu'on peut pas le qualifier d'amateur, ça c'est sûr. En 35e position, alors là, c'est le côté un peu, oulala, c'est compliqué. Joey Logano, le champion de la NASCAR Cup Series, qui apparaît finalement assez bas. Et là, il va falloir que tu nous expliques un petit peu, Michael, parce que tu es le seul à ne pas l'avoir mis dans le top 50, alors que tu es l'un des seuls à regarder la NASCAR. Donc, voilà, c'est ça, je suis l'un des seuls à savoir qui c'est, et pourtant je ne l'ai pas mis. Donc voilà. C'est assez étonnant. Non, effectivement, j'ai privilégié quand même d'autres pilotes de NASCAR devant lui. Il reste quand même sur une saison. Moi, j'essaie de juger la globalité de la saison. Alors évidemment, il y a le titre au bout, mais avec ce format si particulier, voilà, il y a quand même une globalité de saison où il n'a pas été vraiment là. Il a raté, il a failli se faire éliminer à 2 ou 3 reprises. Donc, sur une globalité de saison, moi, j'arrivais pas à dire vraiment que c'était formidable. Après, encore une fois, dans le système de la NASCAR, ce qu'il a réalisé est très fort, parce qu'il faut quand même aligner les 3 victoires en fin de saison. Voilà, ça c'était très bon. Mais sur 36 courses, il m'en a manqué un petit peu. À noter qu'il apparaît dans le top 20 de Mehdi, quand même. Ah mais Mehdi, c'est notre spécialiste omnisport, lui il connaît absolument tout. 34e position pour un futur pilote de Formule 1, Andrea Kimi Antonelli, qui a fait la F2 cette année, Jérémy. Ouais, ça peut paraître presque pour le coup un peu trop haut, peut-être pour certains. C'est vrai qu'on parle d'un pilote qui avait gagné 4 titres sur les 2 dernières saisons, donc forcément le standard était haut. Là il termine 6e, il est là aussi dans le top 50 de tout le monde. En fait, on a voulu mettre en avant le fait qu'il ait battu Oliver Behrman, voilà, qui est un très bon pilote et qui en plus était redoublant, donc dans la même voiture. Et surtout, il ne faut pas oublier qu'il vient directement de la FRECA. Il a complètement sauté la F3. Et il est très jeune, enfin. Voilà. Exactement. Et dès que Lewis Hamilton a annoncé son départ de Mercedes, il a tout de suite été en pole position pour prendre sa place. Et donc, il y a eu une pression monumentale autour de lui. Il a quand même plutôt bien géré tout ça. Ouais, il s'est pas décomposé globalement. Exactement, voilà, il était capable de gagner aussi, donc voilà, bravo à lui. Et effectivement, oui, on salue ce fait qu'il ait réussi à battre Oliver Behrman en mettant Oliver Behrman devant, puisque c'est lui qui est en 33e position. J'imagine, Jérémy, que ses piges en Formule 1 ont dû quand même un petit peu jouer en sa faveur. Pour moi, il était, je sais même pas si le mot existe, mais un notable. Je veux dire, il me semble qu'il termine 12e de Formule 2 de mémoire, 11 ou 12e. Il était redoublant, c'est presque inadmissible au vu de son talent et de l'équipe dans laquelle il était. Battu par son coéquipier. Mais derrière, quand on devient le plus jeune pilote Ferrari de l'histoire, le 3e tout court de l'histoire hors Ferrari, de réussir comme il l'a fait, il monte 2 fois aussi. Marquer des points directement en plus. Exactement. En Arabie Saoudite. Ouais. Dans la Haas 2 fois, il bat 2 fois Nico Hülkenberg, qui n'est pas n'importe qui, en qualification. Bon, à un moment, on a privilégié aussi le fait que il devait, voilà, ça devait être valorisé et donc voilà, ça explique pourquoi il est à cette position. 32e position, juste devant lui, on va retrouver Louis Delétraz, pilote d'endurance, que l'on connaît bien, qui était en F2 aussi il y a quelques années, le pilote suisse, qui a fait aussi une saison particulièrement pleine. Champion en ELMS, donc le championnat d'Europe d'endurance. Poleman des 24 heures du Mans. Alors, moi, voilà, évidemment, c'est une superbe saison. Le fait qu'il pilote Spike en LMP2 hausse forcément sa note également, je veux dire, Jérémy, c'est normal. Mais il a été encore une fois très très bon, Louis Delétraz, et je pense pas qu'on le sous-estime, mais voilà, on a toujours besoin de cette piqûre de rappel parfois, et puis il la délivre à chaque fois en qualification de manière assez imposante. Donc encore une très très belle saison de sa part aussi en IMSA, où il a été assez fort, notamment chez Acura. Donc non, très très bon boulot de Louis Delétraz cette année.
Ouais, et puis voilà, il a été vraiment dans le top 50 vraiment de tout le monde. Donc, non, du bon job. Allez, on se rapproche du top 30, 31e position pour Matt Campbell, pilote Porsche en endurance, qui a remporté les 24 heures de Daytona, qui a remporté les 12 heures de Bathurst, qui a fait 4 podiums en championnat du monde d'endurance, donc lui aussi a fait une saison assez pleine. Alors, vous allez voir qu'il y en a quelques-uns des pilotes Porsche aussi dans cette liste, parce qu'ils ont été extrêmement bons cette saison sur tous les aspects de l'endurance. Mais non, Matt Campbell, encore une fois, voilà, je pense que on est dans des places de pilotes qu'on récompense parce qu'ils ont fait des belles saisons et qu'il faut savoir les mettre en avant. Aussi. Et ouais, c'est bien, notamment dans tout ce qui peut être GT endurance et endurance, parce que c'est un sport qui est encore plus collectif, et donc d'aller rechercher des performances individuelles, c'est aussi tout à leur honneur. Allez, on attaque le top 30, Jérémy, 30e position pour Carlos Sainz, et là j'entends les cris d'effroi des gens qui nous écoutent. Carlos Sainz senior. Et oui. Parce qu'il y en a peut-être deux. Bien sûr. C'est l'avantage. Carlos Sainz senior, 30e, vainqueur du Dakar, pourtant, Jérémy. Oui, complètement. Pourtant, Jérémy, j'ai envie de dire pourtant Michael, parce que tu es le seul à ne pas l'avoir mis là aussi dans ton top 50, à croire que tu hibernais en janvier. Non, Carlos Sainz senior qui apparaît dans 5 de nos top 50, 5 de nos 6 top 50, et qui est même dans le top 25 pour 3 d'entre nous. Donc on le rappelle, il a gagné donc le Dakar, sans gagner de spécial. Voilà. Est-ce peut-être la raison pour laquelle tu as décidé de ne pas forcément le mettre dans ce classement-là, peut-être un manque de panache? Oui, c'est ça, c'est que beaucoup, en fait, dans ceux que j'ai mis justement en top 50, avaient toujours cette petite performance individuelle à un moment, cette performance majuscule, même si gagner le Dakar, c'est clairement pas facile. Ouais. Même quand on s'appelle Carlos Sainz et qu'on a toute l'expérience du monde, aller gagner le Dakar en plus avec l'Audi e-tron, c'était une belle performance. Mais voilà, j'étais plus dans le panache, effectivement. Il l'a gagné en vieux briscard, mais on s'y attend aussi. Et j'ai hâte de voir ce qu'il va donner aussi avec la Ford sur le Dakar qui arrive, le Dakar 2025. Je pense que là, on va avoir un joli combat. 29e position, et là aussi un pilote qu'on ne connaît peut-être pas forcément, de notre côté en tout cas du monde, Sho Tsuboy, mon cher Jérémy. Et oui, qui comme Ritomo Miyata l'année dernière a fait le doublé Super GT et Super Formula. On espère pour lui que ça se passera mieux l'année suivante que Miyata, qui a eu une aventure européenne un peu plus difficile, sans qu'elle soit pour autant mauvaise. À noter qu'il a été boudé là aussi par Michael, n'est-ce pas, et par Dorian, mais qu'il est dans le top 10 de Mehdi. Voilà, on sait que Mehdi aime bien récompenser ceux qui gagnent les titres, et donc il l'a mis 8e. Alors bon, 28e position, là écoutez, c'est le fan d'IndyCar qui va parler forcément. 28e place pour Joseph Newgarden, qui a été, j'avais mis celui qui a le moins bien noté Joseph Newgarden, le vainqueur des 500 miles d'Indianapolis. C'est Valentin qui ne l'a pas noté du tout, mais tu lui as mis 3 points seulement, c'est-à-dire que tu l'as mis, en gros, tu l'as mis 48e. C'est ça, voilà, c'est ça, grand amateur d'IndyCar que je suis. Non, mais alors, tu nous le vends à longueur d'année pourtant. Exactement, mais oui, je n'arrête pas de dire que Indy 500 c'est la plus grande course du monde, et pourtant je mets le vainqueur très très loin. Alors qu'il a aussi gagné les 24 heures de Daytona en début de saison. C'est clairement pas lui qui avait fait la victoire de cet équipage, mais il fallait en être dans cet équipage de la Porsche Penske. Je l'ai mis personnellement assez bas parce que j'essayais de noter une saison globale, et que certes gagner les 500 miles d'Indianapolis pour la deuxième année consécutive, c'est quelque chose qui n'avait plus été vu depuis 2002, donc c'est vraiment un superbe exploit. Mais à côté de ça, il est globalement passé un peu à côté de sa saison. Il y a eu la victoire lors de la première manche de la saison qui lui a été retirée sur fond de triche, donc voilà, moi j'ai eu du mal à le mettre assez haut, mais je comprends aussi bien sûr qu'il fasse partie du top 30, bien évidemment. 27e position pour Paul Aron, mon cher Jérémy, pilote de F2 cette saison, et futur presque pilote de F1. Voilà, troisième pilote alpine. Exactement, Paul Aron, grosse saison chez Hightech, une grosse pointe de vitesse, rookie, on l'a pas forcément vu venir, il a toujours été très talentueux, c'est une des stars du kart dans sa génération, mais il a toujours eu du mal à vraiment confirmer. Là il l'a fait, donc dans une bonne équipe comme je le disais, il est dans tous nos top 50 et même dans tous nos top 35, ce qui est quand même pas mal de faire autant l'unanimité, donc ouais, une belle saison de Paul. 26e position pour le champion de F3, Leonardo Fornaroli. Oui, c'est vrai que là aussi ça peut peut-être paraître un petit peu bas. Ouais. Bortoleto avait été bien plus haut l'année dernière quand il avait gagné. Tout s'explique évidemment encore une fois. Voilà, c'est son absence de victoire. Voilà, quand on est champion et qu'on ne gagne pas une course, malheureusement, alors c'est bien, il y a de la constance et c'est valorisé. C'est la raison pour laquelle il est quand même dans ce classement. Mais voilà, il avait une très très bonne voiture, sans doute la meilleure dans ce championnat depuis quelques années, la Trident. Donc on aurait été en
enfin voilà, on aurait aimé en voir un tout petit peu plus, surtout pour un redoublant. Donc voilà. Et on entre dans la première moitié maintenant, ça y est, dans la partie de gauche du scoreboard, si on en faisait, 25e position. Pascal Wehrlein, le champion de Formule E, champion du monde donc de la catégorie 100% électrique, qui a commencé la saison suivante en terminant sur le toit, mais moi personnellement je ne l'ai pas jugé sur le début de sa saison 11, mais là aussi Pascal Wehrlein, c'est aussi le sacre un peu de la constance, même s'il a eu des victoires, mais voilà, c'était un sacre qui a été obtenu, je trouve, en étant aussi très intelligent. Surtout sur le dernier week-end où les Jaguars se sont un petit peu marchés dessus et ça lui a permis d'être là et de décrocher la couronne. Donc non, c'est bien. Et puis ça permet de rappeler aussi, Pascal Wehrlein en Formule 1, c'était quand même un bon pilote aussi à l'époque, avant de devoir faire un petit peu bouger sa carrière. Mais là maintenant, en Formule 1, il s'éclate et il revit chez Porsche, donc c'est plutôt pas mal. Non, c'est un super pilote. Moi, je sais que j'ai beaucoup de mal à noter parfois les pilotes de Formule 1 parce que moi, vraiment, j'ai beaucoup de respect pour eux parce que c'est un championnat dans lequel il y a énormément de niveaux, très professionnels. Mais simplement, voilà, on sait que c'est des voitures qui ne sont même pas quasiment au niveau de la Formule 3 en termes de performance pure. Donc, c'est difficile de savoir où mettre le curseur. Et même en termes de courses, elles sont très différentes des courses entre guillemets habituelles. Donc c'est tout un nouveau niveau à apprendre parfois, c'est pas très simple. Une bonne position quand même pour Pascal Wehrlein. 24e position, on va retrouver un autre pilote allemand, Nico Hülkenberg, le pilote As, 24e, Jérémy. Eh oui. Michael, on est désolé, mais il va vraiment falloir que tu rendes des comptes à nos lecteurs parce qu'on a un Nico Hülkenberg qui est quasiment dans le top 20 de 4 d'entre nous. Et tu lui as mis un petit point, c'est-à-dire que tu l'as mis 50e. Il a porté As toute l'année. Il va falloir nous expliquer là, Michael. Ouais, mais je trouve, en fait, je pense que dans mon top, il paye plutôt sa très bonne saison 2023 aussi, okay. Où il avait, là pour le coup, dominé Kevin Magnussen de la tête et des épaules. Et cette année, en fait, voilà, je pense que je me suis un peu habitué à ce genre de performance-là. Il a été un peu plus en difficulté. En fait, il y a eu des hauts très hauts. Mais il a eu des moments quand même plus compliqués. Je trouve Nico Hülkenberg, tu l'as dit tout à l'heure, Oliver Bergman arrive, il le bat en qualification. Ça compte forcément. Ça reste un excellent pilote et encore une fois, il a toujours fait le travail dans les équipes de milieu de peloton. Mais là, voilà, ça m'a un petit peu laissé sur ma faim par rapport à... Tu reconnais avoir été un peu dur quand même ? Tout de même, oui, je l'admets. C'est vrai que... Faute avouée à moitié pardonnée, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Clairement, sachant qu'après, mon top 10 est intégralement composé de pilotes d'IndyCar qu'on termine entre la 12e et la 15e place. Donc voilà, non, je plaisante, vous en doutez bien, mais voilà, je l'avoue tout de même. 23e position pour Colton Herta. Tiens. Alors autant Nico Hülkenberg, je l'ai fait descendre dans le classement, mais Colton Herta, je l'ai peut-être fait un peu monter. Ouais, globalement, même si honnêtement, il a reçu pas mal de points de la part de tout le monde. Il est, on va dire, dans le top 30 globalement de tout le monde, on va dire dans le top 35 de tout le monde. Mais il est vrai que tu l'as mis 15e, donc va falloir nous expliquer pourquoi, même si j'imagine que son titre honorifique de vice-champion d'IndyCar y est pour beaucoup. Ouais, c'est ça. Puis il a fait des très belles piges en endurance aussi en début de saison. Mais c'était enfin une année pleine pour Colton Herta, parce que je sais que quand il était... pour parler pour aller chez AlphaTauri, c'était un petit peu étonnant pour beaucoup de monde. Et d'ailleurs, il n'a pas pu aller puisqu'il n'avait pas de super licence, qu'il n'a toujours pas d'ailleurs, Colton Herta, on le rappelle. Mais là, cette année, je pense qu'il a vraiment prouvé qu'il avait de quoi jouer un titre. Il y a eu 2-3 petits moments où encore une fois, il a fait des erreurs. Mais je trouve qu'il a été vraiment très solide. Et il peut se placer... pourquoi pas pour un baquet en 2026, on rappelle qu'il y aura plus de Formule 1, donc peut-être que la saison 2025 sera charnière pour lui. 22e position pour la star de l'un de nos podcasts précédents, Adrien Fourmeau, le nouveau pilote Hyundai en WRC. Et oui, qui est le 4e pilote WRC, le mieux noté, on va dire, celui qui est le plus haut dans nos top 50. Voilà, c'était quand même une surprise, c'est l'année de la maturité, voilà, quelques podiums, une belle pointe de vitesse, ça on n'en avait jamais douté. C'était pas toujours le curseur n'était pas toujours bien mis auparavant. Là, cette année, c'était honnêtement parfait. Métronome, quasiment. Il n'a pas fait d'erreur quasiment. Non, exactement. Il a signé chez Hyundai pour l'an prochain. On a hâte de voir ça. Et une très 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 belle année d'Adrien Fourmeau. Donc un grand bravo à lui et Cocorico évidemment. En 21e position, Kyle Larson. Vous vous souvenez, on avait fait un article dans Auto Hebdo qui commençait par le meilleur pilote du monde. Bon, c'est les Américains qui le disent surtout, mais voilà, 21e, c'est pas mal déjà. C'est pas mal, franchement. Ça a été assez disparate, on va dire. Il est 11e chez Gonzalo et chez moi. Il est 13e chez toi, mais il est beaucoup plus loin chez les autres dans le classement. En fait, je pense que ça dépend
comment on estime le NASCAR. C'est Voilà, c'est un championnat particulier, un peu de fou furieux, et en même temps, il faut un sacré talent quand même pour y arriver. Donc voilà, il aurait peut-être pu être un peu plus haut, mais voilà, encore une fois, le NASCAR est parfois difficile à intégrer dans ces classements-là. Ouais, il faut aller loin en fait pour comprendre pourquoi on le met parfois aussi haut, parce que Kyle Larson, il faut comprendre qu'effectivement, il n'est même pas champion de la saison régulière, mais il finit à 1 point en ayant raté une course complète. Pourquoi a-t-il raté une course complète ? Parce qu'il était en train de faire le pilote aux 500 miles d'Indianapolis. Et ça, c'est vraiment le côté très fort. C'est d'avoir réussi à se remettre en question totalement, de dire non, mais c'est bon, je vais à l'Indy 500. Avec Arrow McLaren, il a fait une très belle course, jusqu'à aller trop vite dans les stands. Et donc voilà, le côté rookie est revenu. Mais c'est pour ça que moi, je l'avais mis en tout cas assez haut. Il fait une super saison de NASCAR. Et à côté, il arrive toujours à faire ses courses sur je l'ai mis deux vrai que tu l'as mis positions encore mieux devant, que moi. donc Non, mais tu oui, prêches un convaincu. Oui, mais voilà, effectivement, le spécialiste de la NASCAR que tu es, mon cher Jérémy, le savait bien tout cela. Exactement. Allez, les choses sérieuses maintenant, le top 20. Lewis Hamilton 20e. Non, mais là, c'est une année où on a des choses absolument incroyables. Que se passe-t-il ? C'est fou. Que se passe-t-il ? Non, oui, Lewis a pas fait la meilleure saison de sa carrière. C'est mal parti avec forcément l'annonce de son départ 1 an avant. Ça se passe rarement très bien dans ces moments-là. À 7 reprises, il a raté la qualification pour la Q3. Je veux dire, quand on parle du plus grand poleman de l'histoire de la F1, ça dit quand même pas mal de choses de sa saison. Et ça explique sa 20e place seulement. Il est même 30e dans le classement de Valentin. C'est seulement le 8e pilote de F1 dans notre classement. Voilà, et à noter quand même que Mehdi l'a positionné à la 11e place, devant George Russell. Et en préparant ce podcast, je suis quand même allé le voir en lui disant « Mehdi, il va falloir que tu nous expliques ». Et en gros, l'argument, c'était il n'y a pas énormément de points d'écart entre les deux. Et au bout du compte, c'est plus difficile à faire ce qu'il a fait à 39, ou oui, il a encore 39 ans. Oui. À 39 ans, donc ça a été vraiment tout à son honneur. À la 19e place, mon cher Jérémy, Felipe Nasser, encore un pilote Porsche Penske, il y en a quelques-uns dans ce classement. Il faut dire qu'ils ont eu une très bonne année, donc c'est normal de les retrouver aussi souvent. Felipe Nasser, il a gagné les 24 heures de Daytona. Il a gagné le titre en IMSA, qui n'est pas un championnat facile à aller chercher, parce que c'est un championnat d'endurance, certes, mais qui est très particulier. Il y a des courses sprint, il y a pas mal de choses sur des circuits compliqués aussi. Donc il faut être très bon. Donc belle saison de la part du pilote brésilien. Belle saison, et il a été sans surprise dans le top 30 de tous les journalistes de la rédaction d'Auto Hebdo. Donc pas de raté cette fois-ci. Il aurait peut-être pu être un peu plus haut s'il avait mieux réussi ses 24 heures du Mans. C'est la petite ombre au tableau. Mais quand on gagne Daytona et l'IMSA, franchement, ça va. Hein, c'est plutôt très correct. Solide. Il est top 20 quand même. Hein, donc honnêtement, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Et justement, je parle de Nasser qui a un peu raté ses 24 heures du Mans. Il y en a un qui les a très bien réussi. Il s'appelle Niklas Nielsen puisqu'il a remporté les 24 heures du Mans, le pilote danois. Donc c'est pour ça effectivement qu'on le met en 18e position. Après, la saison aussi de ce trio d'un numéro 50 a été très solide. Ce n'est peut-être même pas le seul dont on parlera dans cette vidéo, de cette voiture numéro 50. 17e, Sébastien Ogier. C'est fou de se dire qu'il est 17e en n'ayant pas fait une saison complète, mais elle fut pas mauvaise. Et oui, non, il est le 3e pilote de rallye dans ce classement. Voilà, il a moins de victoires que Kalle Rovanperä, qui était lui aussi à temps partiel. C'est presque les deux seuls qu'on peut presque opposer, et voilà, en tout cas avoir les mêmes critères. Avec la même voiture en plus, la Toyota. Et avec la même voiture. Mais moi, je sais que personnellement, j'étais un des rares à mettre Sébastien Ogier devant Kalle Rovanperä. Il a certes moins gagné, mais jusqu'à, voilà, il y a la fin de saison où il a pas mal de petits soucis, mais sinon, il faisait 1er ou 2e. Lors de chacun de ses grands prix, je crois, sur ses grands prix, des formations professionnelles, lors de chacun de ses rallyes, exactement. C'est comme ça qu'on appelle ça. Ouais. C'est tout à fait le championnat du monde des rallyes. On fait des rallyes. Ça, exactement. Donc voilà, moi je trouve pas très surprenant le fait qu'il soit là, même au Monte-Carlo où Neuville était irrésistible. Bon, il était là encore. Voilà, c'est un classement qui est censé récompenser le très très haut niveau. Et moi, je trouve que c'est encore plus fort d'être capable de se hisser à ce niveau-là quand on ne fait pas toute la saison, qu'on ne fait pas tous les préparatifs. Donc voilà, pour moi, il est à sa place. 16e, Pierre Gasly. Oui, allô. Oui, on m'appelle. Jérémy. Donc moi, je vais te laisser. Tout seul pour terminer. Voilà. Et ne reviens pas. Voilà, j'ai un vol à prendre. Vous vous en doutez. Là, c'est les vacances, tout ça. Non, là, Pierre Gasly, il est dans le top 18 de tout le monde.
sauf de Michael. Michael, tu l'as quand même mis dans ton top 50 puisqu'il est 43e. Ça va. Voilà, finalement. Non, mais ça a été forcément une belle saison pour Pierre, notamment forcément il y a la fin où il a été capable de faire 3e à Vegas sur la grille. Il a été capable d'aller chercher ce double podium avec Esteban Ocon Brésil, également. Et il a porté aussi à Abu Dhabi face à la Haas de Nico Hülkenberg les espoirs du A fléché. Et voilà, il leur a permis de terminer 6e du championnat. Donc du beau boulot. Mais bon, cette 43e place, va falloir l'expliquer. J'ai été un peu sévère, je peux le remarquer. Après, je pense aussi qu'il y a ce côté où les pilotes de F1, les tout premiers, je vais les mettre très très haut dans mon classement parce qu'ils sont au sommet dans le summum du sport automobile. Et puis derrière, je pense que je mets aussi pas mal de pilotes d'autres disciplines en avant. Là, bon, il y a cette très très bonne fin de saison de Pierre. C'est clair qu'il a été excellent. Mais il y a quand même tout le début où Esteban Ocon faisait vraiment jeu égal avec lui. Enfin voilà, il y avait quand même cette partie-là où ça m'a peut-être fait pondérer un petit peu le résultat final, mais je ne blâme absolument pas mes compagnons qui l'ont mis 16e au total, c'est très bien. Enfin, il aurait été mieux classé, vous allez me dire, si j'avais pas voté comme ça. Ouais, mais, il aurait voilà. peut-être gagné une place ou deux. Mais Voilà, bon, c'est déjà pas mal pour Pierre Gasly. Antonio Fuoco est 15e. Ben voilà, on parlait des 24 heures du Mans et des vainqueurs avec la Ferrari, il est dedans. Pourquoi est-il devant Niklas Nielsen ? Tout simplement parce qu'Antonio Fuoco en qualif, c'est un avion. Vraiment, il est toujours aussi impressionnant au volant de cette Ferrari numéro 50. Il l'a encore été cette année. Et puis la victoire aux 24 heures, elle a été... on en a parlé, reparlé depuis des mois, mais force est de constater qu'en 2 participations, Ferrari a gagné 2 fois. Les 2 voitures ont gagné, tout le monde est content. Puis 15e de notre classement, je pense que c'est vraiment plutôt une bonne position. Ouais, c'est très très bien. Puis la 50 jouait techniquement le titre jusqu'à la dernière manche aussi, donc ils étaient présents aux avant-postes. 14e position pour un champion de F2, Gabriel Bortoleto, Exactement. le pilote brésilien qui fera ses débuts en Formule 1 l'an prochain, bien sûr. Et oui, alors là, c'est donc forcément, Gabriel Bortoleto, rookie, une très 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 bonne saison, beaucoup de régularité. Ça a été un peu dur au début, il a fallu s'adapter. Il y a eu quelques manches où il n'a pas trop scoré. Mais oui, derrière, il a fait ce qu'il fallait. Il avait une bonne équipe, Virtuosi, on sait que ça va très très vite. Voilà, il a eu la réussite quand il fallait. Il a su avoir les nerfs solides quand il le fallait aussi. Donc un grand bravo à lui. Et honnêtement, il fait partie du... c'était vraiment obligatoire, je pense, qu'il soit dans ce top 15 parce qu'il y a très peu de pilotes qui ont été capables de gagner le championnat GP2, F2 depuis donc 2005, dès la première année. Bien sûr. Et ceux qui y sont parvenus s'appellent Hamilton, Rosberg, Hülkenberg, Leclerc, Russell, Piastri. Donc c'est quand même des belles références. Non, clairement, on l'a dit, certes c'était une nouvelle voiture, mais enfin tout le monde a dû s'adapter. Et c'est pas simple quand on n'a pas l'expérience précédente. Juste devant lui, à quelques points près, on a mis Isaac Hadjar. C'est sûr que les deux sont un petit peu indissociables après cette bagarre pour le titre. Mais alors pourquoi le deuxième du championnat termine devant le rookie ? Alors certains vont dire que c'est du patriotisme. Peut-être qu'il y en a un petit peu, on ne sait pas. Non, après pour le défendre aussi quand même. Forcément, il y a une certaine proximité et forcément en termes d'émotion, on est forcément un peu biaisé. Mais quand même, Isaac a eu beaucoup de faits en sa défaveur durant toute la saison. On se souvient aussi de Bortoleto qui dès la première course, qui le percute, évidemment de façon totalement involontaire, mais avec des points de perdus. Isaac a aussi été celui de loin qui a gagné le plus de courses principales. Il en a gagné 4. C'est le plus dur à gagner en Formule 2, une grosse pointe de vitesse. Donc, pour tout ça et les 60 points à peu près qu'il a perdus dans tout ce qui lui est arrivé tout au long de la saison, lui, pas grand-chose à se reprocher. Le niveau qu'on a vu était vraiment très 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 important. Donc des fois, il faut faire fi du classement et pouvoir donner un petit peu la priorité à l'impression visuelle, et c'est ce qu'on a fait sur ce coup-là. Et tu parlais de Virtuosi pour Bortoleto. Lui, il était chez Campos, pour le coup, qui n'est pas connu comme étant une référence ces dernières saisons, en tout cas au sommet du classement, et il les a portés jusque-là. Donc, c'est vrai, donc il y a aussi ce point-là, même si du coup ils ont passé un gros cap cette année, grâce à lui également. C'est quelqu'un qui fédère beaucoup, donc un grand bravo à lui. 12e position, bon, il est peut-être un petit peu bas, mais bon, ça, c'est mon côté à moi qui parle peut-être. C'est Scott McLaughlin, le pilote néo-zélandais du Team Penske en IndyCar, qui a fini très très bien classé cette saison et qui aurait pu même faire mieux sans la disqualification de la première course. Il a fait la pole position, 500 miles Indianapolis aussi, donc...
si je peux uniquement pour moi, je pense aussi que je vais très souvent avoir tendance à un petit peu surnoter Scott McLaughlin parce qu'il faut quand même rappeler qu'en 2019, il était encore en voiture de tourisme en Australie. Ouais, C'est-à-dire qu'il supercar, il n'est absolument pas un fils de la monoplace ou quoi que ce soit. Il est arrivé et aujourd'hui, pour moi, il est peut-être le meilleur pilote. Il y a Alex Palou, c'est clair qu'il y a les deux et qu'il faut comparer, mais pour moi, ils sont dans le top 2, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc vraiment, non, il a encore fait une superbe saison. Moi, je suis admiratif de ça, franchement, de son adaptabilité, sa pointe de vitesse. Toi, tu l'as mis 7ème de ton top 10. Je trouve que c'est pas volé, honnêtement. Et il est dans le top 10 de 3 de nos 6 top 50. Donc voilà, vraiment quelque chose du bon boulot. On arrive aux portes du top 10, 11e position pour Kalle Rovanperä, le double champion du monde des rallyes, mais pas cette année puisqu'il a fait à peu près la moitié de la saison. Donc forcément, c'est plus compliqué d'aller chercher le titre dans ces conditions-là, mais il a encore été très rapide cette année. Ouais, complètement. Au point que Valentin l'a mis 6ème de son top 50. Donc voilà, et même Dorian qui l'a mis 11ème, toi 10ème. Il y a eu un petit peu trop de crash à mon goût c'est aussi la raison pour laquelle je l'ai mis derrière Seb Ogier. Mais franchement, ça promet, quoi. Je crois qu'il a gagné 2 fois plus que Thierry Neuville qui a été le champion. Donc j'ai cru voir qu'il revenait l'année prochaine à temps plein et c'est vraiment pas une bonne nouvelle pour Hyundai. Non, c'est une bonne nouvelle pour personne à part Toyota finalement, voilà. Et Kalle Rovanperä lui-même. Donc ça c'est sûr que ça va pas être facile pour les autres. Nous voilà maintenant dans le top 10 de ce top 50, 10e place, et là je pense que certains vont s'en arracher les cheveux. Oscar Piastri, le pilote australien, la révélation de la saison pour beaucoup, il est 10e. C'est vrai. Certains pourraient dire il n'est que 10e, d'autres pourraient dire ah bon, il est 10e. Voilà, ça dépend comment par quel prisme on analyse un petit peu sa saison. Tu te situerais où toi, Jérémy, plutôt? J'aime beaucoup Oscar, mais moi plutôt côté un peu plus dur parce que deuxième année, il est plus rookie. J'ai trouvé qu'il avait manqué un peu trop souvent de performance par rapport à Lando Norris. Après, forcément, il a réussi à aller chercher sa première victoire en Grand Prix. Une deuxième, même à Bakou, où voilà, ça a été magnifique. Très bien géré pour Charles le coup Leclerc, face à Leclerc. Ouais. Complètement. Donc, rien à dire. Il lui manque, et il le sait, encore un petit peu cette constance. Quand il aura ça, je pense que c'est le top 5 qu'il atteindra sans problème. Et pourquoi pas mieux s'il va chercher le titre de champion du monde l'année prochaine. Mais connaissant son potentiel, on est presque frustré, on veut en voir encore plus. Oui, c'est ça. Il a tellement survolé les formules de promotion. C'est un tel talent brut, et il l'est, et on le voit, il a le talent pour, mais c'est vrai que l'écart avec Lando Norris, par exemple, moi, me frustre un peu vis-à-vis de ce qu'il peut montrer, mais après, il commence sa carrière, si ça se trouve, dans 5 ans, on reviendra là-dessus en disant, il a gagné 4 des 5 derniers titres. Ce sera assez clair. 9e position, le grand belgiophone que je suis, le belgiophile, vous appelez ça comme vous voulez, mais donc est ravi. Laurens Vanthoor, le champion du monde d'endurance qui termine 9e de ce top 50. Et il a été aussi très important dans cette quête du titre pour Porsche Penske. Il a réalisé des sacrés relais pendant cette saison de WEC et vraiment non, c'est largement mérité, je trouve, de le retrouver dans ce top 10. Je suis celui qui l'a moins bien noté. Après, je l'ai quand même mis 19e, mais bon. Le problème, c'est que moi, je mets le Mans d'abord, en fait, avant toute chose. Donc, j'ai beaucoup mieux noté un Nielsen ou un Foucault, par exemple. Donc, mais bon, rien à dire sur la performance de Vanthoor. En 8e position, on retrouve Carlos Sainz. Donc, c'est pas le même cette fois-ci, rassurez-vous, c'est Carlos Sainz Junior. 8e donc de notre top 50. Mon cher Jérémy. Ouais, je pense qu'il aurait sans doute mérité d'être un peu plus haut, notamment quand on analyse un petit peu le top 50 de chacun. On va clairement jeter la pierre à Valentin sur ce coup-là. Avec grand plaisir. Avec beaucoup d'amitié, évidemment. Et Valentin l'a mis 27e. Il a lui aussi privilégié des profils qui ont gagné des courses importantes, mais... on parle d'un garçon qui a gagné deux semaines après s'être fait opérer de l'appendicite. Il était capable de gagner au Mexique. Et alors qu'il savait qu'il allait quitter Ferrari, il a été d'une loyauté et d'un professionnalisme il a été exemplaire, c'est énorme. Vrai. Donc franchement, pour moi, il a vraiment profité de son passage chez Ferrari pour devenir un top pilote, en fait, tout simplement. Je vais me permettre, Jérémy, une analyse de spécialiste, un petit peu ce que les gens attendent, évidemment, dans ces podcasts et ces vidéos. Quand on se fait enlever l'appendice, on est forcément plus léger, donc plus rapide. Donc exactement. C'est normal. 7e position, et on va revenir un petit peu au sérieux, George Russell, qui lui aussi a réalisé une saison solide. Oui, c'est vrai, à tel point que je l'ai personnellement mis 3e de mon top 50. Ah ouais. Ouais. Il est seulement 12e chez Mehdi, c'est peut-être ce qui le fait baisser un petit peu. Mais en fait, c'est simple pour moi, il est celui
parmi les équipes, les top teams, qui a eu le moins souvent la voiture capable de jouer devant, et à chaque fois qu'il l'a eu, il l'a été, tout simplement. Donc pour moi, ça a été du très très gros boulot. Si on compte les Spa où il a été disqualifié, il a juste une victoire en moins par rapport à un garçon comme Lando Norris, qui a eu lui une voiture nettement plus constante et polyvalente sur l'année. Donc moi, j'essaie vraiment de délier un petit peu on va dire le classement de ce qu'on voit vraiment. Et pour moi, il a été un des meilleurs cette saison de très loin. En 6e place, le champion IndyCar. Ça fait plaisir de le voir aussi haut, Alex Palou. Mais en même temps, comment ne pas le mettre aussi haut, sachant qu'il a maintenant gagné 3 titres en 4 ans, 3 titres en 5 saisons aussi d'IndyCar tout court. Enfin, c'est quand même assez fou ce qu'il a encore réalisé cette année, l'Espagnol. Et en fait, si on compare sa saison à la saison dernière, on va dire oui, elle est décevante, mais finalement, ça reste encore un maître de régularité, de maturité au volant. Je reprendrai toujours cette formule que certains pilotes avaient à son égard, disant la mauvaise nouvelle pour nous, c'est qu'il est exactement pareil que Scott Dixon. Il fait jamais d'erreur, il sera toujours au maximum de la voiture, sauf qu'il est plus rapide. Et c'est effectivement un gros souci pour les pilotes d'IndyCar. Il s'est parfaitement moulé à cette voiture avec l'aéroscreen aussi, et là encore il a fait une saison absolument magnifique. Il a été très bon aussi dans ses sorties avec Cadillac en endurance, notamment aux 24 heures du Mans qu'il découvrait, et il a vraiment pas été mauvais du tout sur cette fameuse Cadillac bleue. Donc pour moi c'est largement mérité. Je ne sais pas pour toi Jérémy, mais 6e si, totalement, et en plus voilà, il a été dans le top 10 de tout le monde, et dans le top 5 d'Orient et de toi-même. Donc ouais, pour moi c'est un métronome, franchement, un top pilote. C'est vraiment un pilote que j'aimerais voir en F1. C'est peut-être le seul parmi tous les pilotes d'IndyCar qui sont certes très talentueux, mais dont j'aurais vraiment la curiosité de voir comment il se débrouillerait en F1. Ouais. Allez, arrivons maintenant au top 5 de ce top 50, en 5e position. Il a eu le même nombre de points d'ailleurs qu'Alex Palou, si on est tout à fait honnête. Exactement. Là-dessus. Kevin Estre, le Français le mieux classé, le champion du monde d'endurance aussi, ils sont 3 forcément à avoir remporté ce titre mondial. Et je pense que pour beaucoup, la différence avec Lorenz Vanthoor se fait aussi sur la pole position aux 24 heures du Mans, qui était... Il y a une symbolique. Voilà, c'est symbolique et en plus inattendu, parce que Porsche était vraiment dans le dur pendant les essais, pendant les premières qualifs, et puis il a sorti le tour qu'il fallait au moment où il fallait, et c'était très important. Et c'est aussi la marque et la patte Kevin Estre. Lui, on sait que voilà, quand il faut faire un tour rapide, en général, on peut compter sur le garçon. Très solide. Et voilà, en course aussi, c'est absolument top. Il a aussi fait un peu de GT cette année, bien sûr, comme beaucoup de pilotes Porsche, où il s'est aussi très très bien défendu. Donc vraiment, Kevin Estre sort d'une très belle année 2024. Et dans le top 8 de chacun, et même 4e chez Mehdi. Voilà. Et ce n'est pas Valentin qui l'a mis le plus haut. Comme quoi, les certitudes sont parfois balayées ici. Bon, au 4e place, je vais encore me faire taper sur les doigts, mais je suis ravi de le voir 4e. Ça va. Franchement, bon voilà, il est 5e partout, au moins 5e partout, sauf chez toi, où il est 12e. On parle de Thierry Neuville. On parle de Thierry Neuville, donc oui, tu es le seul Belge de cette rédaction, et tu es celui qui le met au plus bas. Mais on sent que tu as souffert en fin de saison aussi. C'est peut-être ça que tu lui fais payer, le fait qu'il ait joué avec tes nerfs et ton cœur. Je pense que vous le voyez, la fin, voilà, il y a des cernes, il y a des cheveux blancs, c'était terrible. 11 ans qu'on attendait ce titre mondial de Thierry Neuville depuis son premier titre de vice-champion. Donc le soulagement était à la hauteur de l'événement, certes, mais j'ai trouvé... Alors, c'est assez dur de l'avoir mis aussi bas, peut-être de ma part, mais j'ai quand même mis devant Romain Perret-Augier, qui est en rythme pur, si on prend vraiment la saison au global. Alors après, Neuville a dû gérer en menant tous les rallyes, il menait le championnat tout le long, donc son approche était différente. En première position à chaque fois sur les premières journées, donc c'était pas simple. Mais voilà, j'ai privilégié la performance pure, mais c'est sûr que le voir 4e, moi j'en suis tout à fait heureux, et c'est complètement mérité. Il a enfin gagné le titre suprême, et comme on l'a évoqué dans des épisodes précédents, peut-être que ça va le débloquer, que ça va le libérer encore plus. Si ça se trouve, l'an prochain, il va encore être au sommet, parce que justement, il n'a plus cette pression-là. 2e du classement de Mehdi. Mais c'est un bon gars, ce Mehdi, on le sait de toute façon, vous le savez bien. Le top 3, sur la 3e marche du podium. Il n'y a pas de 3e marche du podium. Il y a 2 marches égalité sur le podium derrière le vainqueur. C'est vrai, on a mis la marche du milieu et les 2 marches sur le côté sont de la même hauteur. On n'a pas réussi à les départager. 289 points chacun. Alors on ne parle pas des points F1, on parle des points attribués en interne.
Non, une égalité parfaite entre Lando Norris et Charles Leclerc. Charles Leclerc a été 3 fois deuxième, mais une fois cinquième dans nos classements. À l'inverse, ça a été plus homogène pour Norris, qui est 2 fois deuxième, mais personne l'a mis plus bas que quatrième. Je suis le méchant loup qui l'a mis quatrième. C'est un petit peu ce que j'expliquais par rapport à George Russell, hein, c'est que Lando a fait une saison fantastique, je trouve, en termes de vitesse pure, mais quand on a autant d'opportunités d'aller marquer de gros points et que pour des fois, pour X raisons, il en manque un petit peu parfois, où on passe un petit peu à côté, où on fait la petite erreur, ça suffit pas pour aller chercher le titre. Et donc, j'ai préféré sanctionner, entre guillemets, un petit peu ça. Un Charles Leclerc, c'est plutôt à l'inverse, c'est que dès qu'il a eu une belle opportunité, et puis quand on gagne Monaco et Monza en tant que pilote Ferrari et monégasque, c'est quelque chose qu'il faut aussi mettre en avant. Et puis quel palier il a franchi en course également, d'être capable de gagner des courses en partant de la 4e place, alors que tout le monde disait de lui que c'était un pilote de qualification et rien d'autre. Franchement, je pense qu'il a montré qu'il était prêt à accéder au titre suprême, à condition d'avoir bien sûr la voiture qu'il faudra en 2025. Non, puis c'est sûr qu'on a donné cette prime aussi aux grandes courses précédemment. Effectivement, gagner Monaco et Monza, on fait pas mieux pour un pilote Ferrari qui vient de là-bas. Donc franchement, c'était. Puis je suis d'accord avec toi, c'est une saison pleine vraiment de Charles. Alors il y a forcément eu des moments un peu plus difficiles, et surtout quand la voiture était un peu en dedans, mais dès que la voiture répondait présente, il était là. Il m'a pas réellement déçu, et même à Abu Dhabi où il s'est retrouvé très loin sur la grille, il a terminé quand même sur le podium, si je ne dis pas de bêtises. Donc, il a réussi à maximiser. De 19e à 8e à la fin du premier tour. Son premier tour d'ailleurs est une œuvre d'art, d'opportunisme et de pilotage pur. Donc non, vraiment, moi j'avoue, je l'ai aussi mis devant Lando Norris, ce qui n'est pas pour dire que Lando Norris a fait une mauvaise saison, loin de là. Il a aussi enfin passé un palier, et ça donne plutôt envie de découvrir les saisons prochaines avec tous ces pilotes. Mais qui est donc le grand vainqueur de ce top 50 pilotes ? Mais qui est-ce qu'on a oublié de citer ? Alors moi, j'avoue que quand j'ai vu la liste, j'ai été surpris. Voir l'ancien coureur cycliste Tom Bonnen, pilote de l'année, ça m'a étonné. C'est vrai. Alors qu'il s'est certes très bien je vais vous expliquer pourquoi. Parce que Valentin Glo l'a mis en premier et les autres à partir de la 85e. Voilà. Donc, non. C'est évidemment Max Verstappen qui est le pilote. Et sachez que donc sur 300 points possibles, il en a marqué 301. S'il n'y en avait plus. Comment a-t-il fait ? Premier de chacun des top 50. Ça n'avait pas forcément été le cas il y a 2 ans, par exemple. Mais là, même quand la voiture ne répondait pas forcément présent, lui était là pour tirer son épingle du jeu. Donc, je suis pas certain qu'il y ait grand-chose à dire, quoi. Comment mettre un autre pilote au-dessus de lui, c'est exceptionnel, encore une fois, cette saison, avec cette voiture qui n'a pas été la meilleure tout le long de l'année. Quadruple champion du monde, précisons-le, il a été capable d'aller chercher le titre. On pensait que Lando Norris allait le coiffer en fin de saison, et en final, il a mis fin à tout suspense des Vegas, même dès le Brésil officieusement, et dès Las Vegas où il a été chercher le titre. Donc, on rappelle que depuis l'Espagne, qui était sa dernière victoire avant cette longue période, je crois qu'il perd 4 ou 5 points au total sur un Lando Norris qui disposait pourtant d'un matériel formidable. La dynamique était complètement inverse. On avait vraiment l'impression qu'il lui reprenait 20 points par course, et en fait c'était pas du tout le cas. Donc il a été très très fort aussi pour tenir cette saison-là. En montrant toute l'agressivité qui peut être la sienne parfois, et c'est aussi comme ça c'est comme ça qu'on l'aime ou pas d'ailleurs, mais moi je l'aime beaucoup pour ça. Il se dit j'ai un objectif, il y a un règlement qui est fait de telle façon. Si je fais ça, je vais empêcher, certes, c'est pas très bon esprit, mais je vais empêcher Lando Norris d'aller gagner. Et c'est pas contre le règlement. Bien sûr. Bon. Ou alors, si, mais il sait que le règlement va le sanctionner de 10 secondes et que ça va l'aider au final quand même à faire perdre encore plus à Lando Norris. Donc j'aime beaucoup les calculs d'apothicaire de Max Verstappen. Non, mais c'est vrai qu'il a été très bon là-dessus, et on en a beaucoup parlé dans Hot Lap au fil de l'année. Voilà, j'ai mis un top 50, ma foi, qui regorge de beaux noms, heureusement, j'ai envie de dire. Elle mérite d'être ce qu'il est. On sait que forcément, quand on fait ce genre d'exercice, il n'y a jamais une personne qui est totalement d'accord, mais c'est la beauté aussi de tout ça, et que les gens n'hésitent pas à nous faire part de leurs commentaires. C'est ça. Je serais très curieux de savoir quel est le top 50 de nos lecteurs. On attend vos commentaires, bien sûr, dans le respect, s'il vous plaît. Vous savez que bon... Alors, promis, on ne supprimera aucun commentaire qui dit juste que j'aurais mis un tel mieux...
Dès que le commentaire dira vous êtes nul, là on se permettra de dire que non quand même. Non mais voilà, on a essayé en tout cas de le faire vraiment le plus sérieusement possible. C'est un super exercice d'ailleurs pour revenir sur la Pas saison, facile, pour se remémorer pas mal de choses parce que on parlait notamment de Carlos Sainz, de Sébastien Loeb, ça, mais c'est vrai que le Dakar ça nous semble être il y a 12 ans Éternité, ouais. alors que c'était au début de l'année parce que ces années, ces saisons sont pleines, sont passionnantes aussi parce qu'une saison de F1 24 courses c'est beaucoup certes, mais 24 courses avec chacune un scénario, chacune des choses à retenir aussi, ça a beaucoup pris, donc non, c'est un exercice super intéressant, tout comme celui qu'on a fait pour le numéro photo, notamment d'Auto Hebdo, que vous pouvez encore pendant quelques jours aller chercher, vous revivez toute la saison, de toute façon, avec tous les grands moments. Donc voilà, on aime bien ces petits exercices de fin d'année. Exactement. Et juste avant de se quitter, mon cher Jérémy, c'est un petit peu les mentions quand même, parce que vous vous doutez bien qu'il n'y a pas eu que 50 pilotes qui ont été donnés, il y en a eu un petit peu plus, donc quelques-uns ont eu des points, mais pas suffisamment pour rentrer dans le top 50. Oui, parmi les non classés qui ont reçu des points, on a Christopher Bell, on a Miguel Molina, Pato Howard, Tuka Taponen, Oliver Solberg, William Byron, Nasser Al-Attiyah, Tyler Reddick, James Wharton, Shane Van Gisbergen, Leo Russell, Maro Engel, Maurice Schuring, Guillaume de Mévus, Santino Ferrucci et Alessandro Giusti. Belle liste finalement, ça nous fait combien de noms au total 66. C'est bien, c'est un très beau chiffre. Ça nous fait 16 non classés. Voilà, mais bon. Au moins, ils ont été cités et ça veut dire que leurs saisons ont quand même valu la petite mention très clairement de cette fin de podcast. Merci. Émotion au moins de l'un d'entre nous. Exactement, c'est ce qui est déjà pas mal. Merci beaucoup, Jérémy. C'était un plaisir ce petit top 50 et cet épisode de podcast. On se retrouvera bientôt. Bien sûr, toujours. À bientôt tout le monde. Ciao, ciao.